Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents encore ce soir. Bienvenue chez Mélo. Je vois que vous êtes déjà très actifs dans le chat. Franchement, on a vraiment la chance à chaque fois d'avoir un chat qui est très très présent. Ce soir, on aborde un sujet et pas des moindres. Je suis en compagnie de deux invités que je vais vous présenter par la suite. Pour commencer, toujours les petits updates. Deux annonces à vous faire en fin de stream. On attendra la fin pour qu'on puisse enchaîner rapidement et pas prendre trop de temps à nos invités. Ce soir, on parle d'un sujet qui était très peu abordé dans le monde de l'e-sport auparavant. Il y a encore, je dirais, même 6-7 ans, c'était un non-sujet, même dans les plus grands clubs. C'est progressivement monté de plus en plus comme un vrai sujet, comme quelque chose d'indispensable dans les plus grandes équipes et qui malheureusement a été mise en avant par des situations assez tragiques. On parle de la santé mentale. On sait que l'e-sport, c'est un monde qui est très exigeant. Les joueurs sont à travers le monde toute l'année. Il y a une pression concernant la performance, concernant l'image. C'est un métier qui est encore précaire dans le sens où les contrats sont très peu régulés. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que l'e-sport et la santé mentale sont compatibles. Pour répondre à cette question, aujourd'hui, j'ai avec moi, je n'ai pas changé vos noms sur le stream, donc ça ne va pas du tout, je vais le faire en live, désolé. J'ai avec moi Alexandre de chez Mental In Game et Claire de chez Dollymind Gaming. Euh, Merci à vous de nous avoir rejoints ce soir. Mais merci à toi. Merci à toi, Mélo. C'est un honneur de Avec pouvoir plaisir. partager ce moment avec toi et de nous mettre en lumière à travers ce stream aujourd'hui, ce soir. Donc, Et ce sujet, c'est un sujet qui est très très important, qui me tient particulièrement à cœur, pour avoir fait ma vie personnelle, même si c'était pas côté professionnel et pas dans l'e-sport, mais gros travail sur la santé mentale. Je pense que c'est quelque chose de très important. Et pour avoir vu l'e-sport de l'intérieur, c'est encore trop négligé. Vous êtes aujourd'hui deux professionnels dans ce domaine. Vous avez rencontré, même accompagné des joueurs au plus haut niveau. Si on fait un rapide tour de table, en oui ou non, est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'e-sport est compatible avec une bonne santé mentale? Tu Claire. veux je vais commencer, Dolly? commencer. Ok. Alors, il y a la théorie et la pratique. Moi, je dirais que oui, c'est compatible. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Ok. Alexandre? Pour moi, il n'y a pas d'e-sport sans bonne santé mentale. Donc, pour moi, c'est indispensable et c'est entièrement compatible. Donc, il faut. Oui, après, je rejoins Dolly, mais on va pouvoir débattre évidemment C'est là-dessus. ça. mais Pour faire le suspense. ça doit être complémentaire. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est un sujet qui est absolument d'actualité, mais pas que dans l'e-sport. Et voilà. Donc, oui, tout à fait compatible. Comme tu le dis, c'est pas que dans l'e-sport hein, qu'on parle de santé mentale, c'est quelque chose de vraiment plus large. On entend beaucoup plus parler maintenant dans la société, hein, globalement, le bien-être, c'est beaucoup plus on va dire, popularisé de dire qu'on voit un psy, que ce soit psychologue, psychiatre, des thérapeutes, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette question de la santé mentale dans l'e-sport, elle est propre à l'e-sport de par ses particularités, ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement est plus large et s'inscrit dans l'e-sport parce que c'est une continuité de la société? Ah oui, c'est tout simplement en lien avec le contexte de la société en tant que telle. Après, je pense qu'il y a aussi tout l'aspect compétitif qui met un enjeu différent sur la façon dont c'est vécu et sur les enjeux derrière. Euh, Notamment avec le fait que les joueurs ou les joueuses e-sport sont très jeunes, pour beaucoup. Là où dans d'autres secteurs, on va dire, d'activité, bah, déjà dans le monde du travail, ça va être des populations qui sont majeures, voire bien, bien majeures. Il y a tout un sujet sur la santé mentale des jeunes, mais qui reste sur le monde du scolaire, au niveau société, hein, je parle. Que là, dans l'e-sport, c'est vraiment, je trouve, la particularité de l'âge des joueurs qui en fait un enjeu encore plus, disons, sensible.
Et c'est vrai que les joueurs maintenant arrivent très jeunes sur la scène, hein. On parlait de CS tout à l'heure avant de commencer le live, qui est une scène qu'on connaît bien tous les trois. Bon, on les prend à 16 ans parce que c'est l'âge légal pour aller jouer des majors. Donc forcément, quand on construit l'équipe, il faut au moins que le joueur puisse aller jouer un major. Sinon, ça ne fait pas sens. Mais on a vu récemment, alors qui personnellement m'a choqué, des organisations recruter des joueurs très très jeunes. Je crois qu'on parlait d'un joueur de 9-10 ans, un truc comme ça. J'ai plus l'âge. Effectivement, c'est un peu comme les stars, on l'a vu avec des Justin Bieber ou autres stars célèbres, où on est très jeune, on se retrouve sur le devant de la scène, célèbre, à gagner des sommes parfois très importantes. Ça a un impact non négligeable aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut faire tourner la tête, et plus particulièrement quand on est très jeune. Ah, mais les Bah oui, réseaux sociaux, en plus, ça aide pas, hein. Les réseaux sociaux, oui, n'aident pas du tout ce côté image d'être très médiatisé, finalement, avec le côté positif comme le côté négatif, hein, qui vient impacter les joueurs. Vous qui avez travaillé avec notamment des jeunes joueurs, des joueurs plus anciens, est-ce que qu'est-ce qui ressort le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus dur pour ces joueurs-là? Tu veux répondre, Alex? bah, pour avoir un exemple d'un profil féminin qu'on a accompagné sur Valorant, c'est vrai que en fait, se retrouver à jouer de sa chambre dans son environnement sécurisé, et se retrouver propulsé sur une arène avec pas loin de 30 000 personnes devant toi à pas encore tout à fait 18 ans, c'était un gros défi c'est un gros défi pour des profils comme ça, surtout quand ça monte très vite. Et comme tu disais, Dolly, la pression des réseaux sociaux, ils sont pas préparés. Ils elles sont pas préparés et du coup, on assiste des fois à des contre-performances qui peuvent être liées par rapport à ça, quoi. Donc oui. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que les jeunes passent de je joue dans ma chambre avec mes potes à je joue dans une arène, il y a aussi tout le côté où je quitte mon domicile en fait. Je suis plus entourée de mes parents, c'est plus eux qui vont gérer mon quotidien parce que je vais être avec la structure, si je suis encadrée par une structure. Et le rythme derrière, parce qu'en général, ils sont quand même toujours en scolarité, hein, il n'y a pas encore de e-sport études. Donc c'est pas, englobé dans un quotidien, disons avec un rythme, un peu plus, on va dire, bénéfique. Mais, et tout ça en fait, c'est des bouleversements qui peuvent être extrêmement compliqués à vivre, heu, d'autant qu'ils sont jeunes. En plus, tu faisais, Mélo, tout à l'heure, le lien avec, les jeunes stars, de l'univers de la musique ou même, du cinéma. On voit bien aussi des fois certaines répercussions qu'il y a sur, des situations de dépression, des situations d'addiction qui apparaissent, dès qu'ils en fait, ils ont accès à leur argent et que, leur film ou leur que sais-je se termine. S'ils sont pas encadrés derrière, ça peut vraiment être une descente, très compliquée. Donc je pense que tout se joue sur, heu, l'écosystème qui va être derrière pour les accompagner là-dessus et heu et même on le voit, avoir du coup question que je pourrais aussi poser là, c'est ce qui me vient, c'est, quand tu fais le parallèle avec les jeunes acteurs, hem, c'est vrai que c'est bon, il y a un côté où quand on est joueur e-sport, c'est 1 de tous les joueurs. On devient un Oui, professionnel, enfin la phase, c'est c'est 1 de très tous rare, les oui. joueurs exactement. Là où dans le monde de l'acting ou de la musique, bon ça reste aussi, à la marge, mais, c'est peut-être encore un peu moins, inaccessible que l'e-sport et c'est tous ces joueurs en fait derrière qui ne vont pas atteindre le pro, qui, je trouve, ont une C'est santé un, mentale qui est affectée. c'est un vrai sujet. Et tu Mmh. parlais, justement, je pensais à un cas en particulier, alors pas qui n'a pas atteint le pro, mais ça, il y en a aussi, hein, et ça arrive très vite, ce problème de j'atteins pas le pro. Et bah, par exemple, mon ami a atteint le pro et pas moi. Mais pourquoi alors qu'on joue ensemble, etc. Mmh. Et puis je mets toute ma vie dedans et je ne sais pas quand m'arrêter. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'on pourra aborder. Et il y a aussi le sujet de je m'arrête.
Je pense à un joueur que j'ai accompagné qui m'a dit un jour, alors que voilà, mentalement c'était très difficile parce qu'il a arrêté un peu du jour au lendemain sur une mauvaise note. Et il m'a dit, mais je faisais partie de l'élite. Il me dit, tu te rends pas compte, j'avais ce statut d'élite dans le jeu vidéo et aujourd'hui, je suis n'importe qui. Je fais quelque chose que n'importe qui peut faire, que des centaines, des dizaines de milliers de gens font. Et je ne suis plus dans l'élite. Et perdre ce statut est aussi difficile. Enfin, ne pas l'avoir est difficile et le perdre est d'autant plus compliqué, j'ai l'impression. Ah bah la redescente, ouais, c'est aussi pour ça que c'est un enjeu derrière quand on parle d'accompagnement, entre guillemets, à la retraite pour les joueurs. Parce que même c'est bien connu dans le milieu du sport ordinaire, on va dire, compétitif, que l'après-carrière est le plus grand chamboulement finalement de leur carrière. Parce que, mais qui je suis après finalement? Si je ne suis plus l'athlète que j'étais jusqu'à présent, pour lequel j'ai sacrifié des années, pour lequel je me suis investie, et cetera, qui je suis? Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je dois faire? Le rapport à l'identité est terrible. Et en plus, comme tu le disais, ils commencent très jeunes. Donc, c'est finalement se dire, est-ce que je reste dans l'e-sport? Est-ce que c'est ma seule voie? Est-ce que j'ai autre chose qui s'offre à moi? Mais je dois totalement me recréer en tant que personne parce que comment dire? Je ne sais rien faire d'autre. En fait, j'ai commencé à 16 ans, et si tu as commencé à 16 ans, c'est que tu jouais déjà avant, si tu arrives au haut niveau à 16 ans. Donc finalement, ils se sont toujours définis comme un joueur. Même leur entourage. Certainement, beaucoup sont de ce milieu, quoi. Oui, clairement. Ouais, tu l'as dit, Dolly, c'est principalement le côté identitaire que le joueur va s'attribuer et qui est pas évident. Et c'est là où on manque clairement d'accompagnement dès le plus jeune âge sur la partie amateur. Moi, je pense que, tu vois, dans le sport traditionnel, quand tu as un club de foot, un club de basket, tu rejoins un cadre, tu rejoins un staff, des coachs qui sont formés, habilités à t'accompagner. C'est pas ce qu'on retrouve dans l'e-sport. C'est pas encore ce qu'on retrouve dans l'e-sport. Alors, il y a quelques établissements qui accompagnent et c'est très bien parce que on est au balbutiement encore de beaucoup de choses. Mais clairement, ça part c'est dès le départ en fait. Exit tous ceux qui ont, je parlais du profil qu'on avait accompagné tout à l'heure, mais celles qui sont ou ceux qui sont propulsés d'un coup de leur chambre à une grosse scène, ça c'est 0,01%, ça on est ok. Mais il y a une multitude de joueurs amateurs qui veulent grind, qui veulent se donner les moyens d'atteindre un haut niveau, de se donner peut-être la chance de pourquoi pas envisager une carrière professionnelle. Mais c'est de là, en fait, c'est à partir de là que tu inscris tes premières routines, de performance. C'est là que tu commences normalement à essayer de mettre des choses en place pour l'après. Et en fait, tu as beaucoup de joueurs amateurs qui se focalisent uniquement, je trouve, à mon sens, que sur la partie technique du jeu et on en oublie principalement tout le reste. Et en fait, vouloir progresser dans une discipline, c'est aussi aborder tous les aspects de la performance. Voilà. Et je pense que on a encore un gros gap aujourd'hui à travailler dans ce domaine-là. Oui, alors déjà, moi j'ai commencé à connaître l'e-sport il y a presque 11 ans. Il y a déjà eu une évolution, parce que c'est vrai que quand moi je découvre l'e-sport, même au plus haut niveau, je me souviens, à l'époque, quand mon conjoint était chez G2, avoir un coach mental, voilà, c'était... Ah oui, non. on n'avait pas le budget, ça sert à rien. Et pourtant, les joueurs étaient demandeurs déjà à cette époque de dire, voilà, j'ai besoin d'être accompagné aussi, je ressens la pression, je ne sais pas comment gérer, etc. Et c'était inimaginable d'être accompagné. On a vu une évolution maintenant avec plein d'équipes qui sont accompagnées par des coachs performance, comme ils les appellent, ou coach mental, et les joueurs font des très bons retours. A contrario,
Donc autant on a cette évolution-là qui va vers l'avant, les joueurs sont accompagnés au moins au plus haut niveau, mais à contrario, on est sur des circuits qui sont de plus en plus difficiles Qui mentalement facilite pour Ah, pas le du tout joueur. le travail. Voilà. mais Et le avec, circuit CS, c'est le pire de tous. voilà, on Oui. a de plus en plus de tournois, de plus en plus de déplacements, moins de vie sociale. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, l'un vient effacer tout le travail de l'autre. Je ne sais pas quelle est votre vision là-dessus, mais Bah, est-ce qu'on fait c'est là que c'est semblant? important. Ah, on fait semblant, c'est-à-dire? Bah, est-ce que finalement, on se dit, bon, ok, on se soucie de la santé mentale des joueurs, mais de l'autre côté, bon, voilà, on leur met un coach mental, comme ça, ils sont contents, mais derrière, bon, on en demande encore plus. Bah, en fait, tu as 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que tu as d'un côté, des joueurs à qui on demande, d'être toujours, le plus performant, on va dire possible lorsque l'enjeu est là, et puis tu as de l'autre côté des organisations qui, pour, continuer d'avancer et en partie exister, faut participer à des tournois. Il y a un enjeu financier qui est énorme, et en fait, oui, je suis d'accord avec toi, c'est 2 opposés, qui vont pas dans le même sens, et tu as le joueur qui est tiraillé entre les 2, et c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on doit, encadrer davantage, que les organisations doivent mettre, alors les organisations et les joueurs aussi, parce que je pense que, les organisations, peuvent mettre et mettent pour, évidemment les plus grandes, un coach performance à disposition. Moi je pense, sincèrement que, les joueurs, professionnels qui n'ont pas forcément de coach performance, doivent aussi, trouver des moyens de se faire accompagner, individuellement. Voilà. Bon, ça, c'est ce que je pense. C'est pas forcément partagé par tout le monde, mais moi, je pense que c'est pas incompatible d'avoir, dans dans un monde idéal, un coach performance, dans une équipe, T1, et d'avoir un joueur qui a besoin aussi, d'être, accompagné de manière individuelle hors cadre. Bon, là, je pars un peu dans un autre sujet, mais, Non, effectivement, c'est 2 opposés. ça fait partie du sujet parce que quand on dit e-sport, on parle bon, du plus haut niveau, mais on parle aussi d'un niveau qui est un peu inférieur et dans lequel là, L'intermédiaire. voilà, tout ce qui est intermédiaire, enfin, Mm. sur CS, on va parler du T2, voire plutôt T3, T4, et là, tu as plein d'équipes pour lesquelles il n'y a pas de coach performance, il n'y a pas de coach mental, des fois, il n'y a pas les revenus qui permettent d'en prendre un de son côté, et c'est quelque chose qui impacte énormément les performances. Et surtout que, pour rebondir avec aussi ce que tu disais sur le rythme des tournois, plus tôt le joueur ou la joueuse pourrait bénéficier d'un accompagnement mental, plus vite il va être outillé pour justement mieux se connaître, mieux appréhender la pression, mieux gérer ses besoins et en fait être son propre, comment dire, être en capacité aussi de dire pour sa santé mentale, quand elle est altérée, qu'est-ce qu'il a besoin pour l'améliorer ou pour la stabiliser ou pour justement, en fait, un peu mettre parfois des limites. Si le joueur, enfin, si la personne n'a pas déjà des connaissances, un minima sur ces sujets avant d'arriver sur le T1, en fait, il arrive sur le T1 et il est dans l'engrenage et il suit, les commandes de tous les tournois que sa structure, impose. Parce que, pour le coup, le joueur, il a pas son mot à dire, hein. Il dit: «Bah, voilà, on vous a inscrit C'est sur rouleau des compresseur, tournois hein. et puis, j'ai la fun». Voilà, mais on sait aussi que les structures ont aussi leurs propres contraintes et obligations là-dessus. Ils vont dire: «Oui, mais on vous donne un coach mental, vous inquiétez pas». Sauf que, le coach mental, il peut pas, inculquer, des mois de connaissances et de on va dire même de sujets un peu initiatiques sur OK, déjà, c'est quoi la santé mentale? OK, c'est quoi la performance? Qu'est-ce qu'on peut paragouiner avec tout ça dans un laps de temps où finalement tu enchaînes tellement les tournois que ton coach mental, tu le vois même pas autant qu'il faudrait et il y a tellement de sujets à voir que par quoi tu veux qu'il commence, en fait? Surtout qu'on sait qu'un coach mental pour que l'accompagnement ait un réel bénéfice pour la personne, c'est sur la durée. Mais avec les mouvements des roosters qu'on connaît également sur Oui, la en scène, quel plus. que soit le jeu, c'est pas en 3 mois qu'il va te créer un joueur, qui va avoir des bases solides, au niveau, de son mental, de la connaissance de soi, de ses émotions, de la gestion du stress et puis derrière aussi, attention, le burn-out. C'est infaisable. Donc c'est pour ça où là je te rejoins Alex quand tu dis que c'est aussi au professionnel, enfin au joueur ou à la joueuse, bah, d'investir de lui-même par rapport à ça,
pour savoir quel joueur il veut être demain. En fait, comment il veut justement arriver sur cette scène professionnelle, avec quel outil et surtout sur la durée. Parce que c'est bien Effectivement. beau, hein, de faire, on va dire, un one shot, imaginons tu arrives à enchaîner, les scènes intermédiaires, arriver au T3, T2, hop, T1, mais si sur le T1, tu dures à peine 6 mois parce que tu fais un burn-out instant, parce que le contexte fait que, bah, c'est pas propice, à, hem, à une santé mentale, on va dire saine, hein, voilà. Faut jouer en fait malgré le contexte à tenir bon. Si tu as déjà les outils avant et si tu te connais avant, bah, en fait, tu pars avec une longueur d'avance et tu peux tenir le plus longtemps possible. Et je pense que l'enjeu, il est aussi là. Il est pas tant sur la gestion du T1 parce que, bah, ils ont leur coach, ils ont leur budget, mais c'est sur l'avant. Mais complètement. Mais complètement, mais Mmh. ça fait d'ailleurs sens avec, ce que tu as initié avec l'outil que tu as créé qui permet d'être, une bonne base pour, commencer à savoir un peu où on en est et c'est un travail initiatique, qui permet in fine de pouvoir, peut-être, envisager, de se faire accompagner ou pas pour débloquer des situations, heu, de stress, de tilt, de gestion des émotions et cetera, quoi. Et de relations même entre les joueurs. Et Oui, exactement, de et communication. ça, Mmh. ça, Ouais. les relations, on va pouvoir l'aborder juste avant qu'on aborde d'ailleurs ce point qui est très intéressant des relations entre les joueurs. Il y a Comme l'imagine dans le chat qui pose une bonne question, donc qui fait le parallèle avec les classes préparatoires qui sont extrêmement difficiles en termes de rythme, de pression, etc. Et ça doit permettre, donc ces années, je crois que c'est 2 ans les classes prépa, ces 2 années extrêmement dures doivent permettre derrière de faire passer les écoles supérieures pour quelque chose d'hyper facile et de nous préparer au mieux. Est-ce que, selon vous, on peut faire ce parallèle et voir toute la partie T4, T3, T2, où là, il faut tout donner, où c'est difficile, où on est dans le dur, un moyen de faciliter l'accès au plus haut niveau? Alors, moi Bonne pour, question sur ouais, le c'est une bonne format. question. Moi, Ouais. personnellement, je vais être un peu plus mesuré dans mes propos parce que j'ai jamais fait de classe préparatoire, donc je sais pas ce que ça représente. Pour en avoir et déjà entendu parler, effectivement, il paraît que c'est compliqué. Mais oui, je pense peut y avoir des parallèles qui sont faits comme dans d'autres sujets. Je sais pas si toi, Dolly, tu as un retour là-dessus? Bah, en fait, c'est encore autre chose, même si je comprends le lien sur, l'aspect j'ai une performance à donner sur une courte durée, parce que c'est pas compétitif, en fait, l'école préparatoire. C'est toi et toi-même qui doit, et qui doit donner à fond en fonction aussi de tes compétences et du domaine dans lequel tu veux devenir l'expert. Dans le sens aussi où, enfin, c'est de l'éducatif. Derrière, il y a une notion de diplôme, il y a ça Il y a reste un encore un classement, rythme différent. pardon, il y a un classement dans Mmh. des classes prépa. Tu as un Ah! classement qui est fait. Alors, c'est vrai qu'il y a, par exemple, la classe préparatoire en littérature, la Cagne Hippocagne, qui est très connue pour ça, où les gens se tirent dans les pattes. Enfin, si tu manques, personne ne te Mmh. donnera ses notes parce qu'il faut être le meilleur et sortir le meilleur de ta classe prépa. Donc, désolée, je t'ai coupé, mais je voulais apporter Non, non, ce mais tu as truc-là parce raison que tu parce as un côté qu'effectivement, oui, c'est pas compétitif. ouais. Mais si je peux rebondir sur le sujet, je dirais que c'est pas la même chose entre la classe prépa et le grind sur CS parce que, en fait, quand tu arrives à haut niveau, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Tu as beaucoup plus de pression. En fait, tu es arrivé, là, de ce que dit Call Me Imagine dans le chat, c'est que la classe prépa, voilà, c'est extrêmement difficile et derrière, ça paraît beaucoup plus simple. D'après les joueurs que j'ai rencontrés et que j'ai accompagnés, le T3 c'est extrêmement difficile effectivement en termes de rythme, hein, mais le T1 l'est aussi. Mais c'est vrai que des fois T3 ou T2 t'enchaînes 3 BO3 dans la même journée, ça paraît normal pour tout le monde. Tu joues 2-3 tournois en même temps. Enfin voilà, les mecs enchaînent des fois pendant une semaine non-stop de tournois avec plusieurs matchs dans la journée. Et c'est vraiment, des fois tu as un match à 10h et un autre à 19h. Enfin, c'est énorme. Mais derrière, quand tu arrives au plus haut niveau, tu gardes un rythme qui est assez élevé et tu as cette pression de il faut que j'y reste.
Une fois que tu arrives dans ta classe d'ingé, dans ton école d'ingénieur, bah, tu n'as pas cette pression de il faut que je reste dans l'école d'ingé. Que là, arrivé au plus haut niveau, tu touches ton rêve et C'est pas fini. c'est pas fini. Voilà, il faut maintenant y Mm. rester et on sait parce qu'on l'a vu qu'il y a beaucoup de joueurs, à partir du moment où ils quittent le T1, y retourner, c'est extrêmement difficile. Mm. C'est vraiment très peu arrivent à se dire je retourne dans le T2. Et on le voit aujourd'hui avec un exemple qui est très parlant. C'est-à-dire que même Simple sur CS, aujourd'hui, oui. n'a pas réussi à retourner au plus haut Mm. niveau en tant que légende du jeu. Mm. Donc, pour te répondre, comme j'imagine, je ne ferai pas forcément ce parallèle-là. Et en plus, c'est le sujet de... le but de la prépa, c'est aussi ça. Le but de la prépa, c'est de filtrer. Alors que le T3, T2, il n'y a pas de... La configuration n'est pas pour filtrer. Elle est là simplement pour qu'il y ait des tournois, que les gens, que les joueurs ou les joueuses aient un espace pour exprimer leur jeu. Et après, c'est les structures qui mènent la danse de façon très individuelle, en fait. Il y a pour moi ce regard aussi qui est un peu différent. Mais on reste sur une notion de performance, c'est pas faux, mais c'est sur un autre contexte pour moi, du coup. Oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est un peu différent. Mais là où je pourrais faire un parallèle, du coup, ce qui me vient, c'est parce que de ce que j'avais lu aussi, il parlait de les profs qui sont pas non plus effectivement dans cette posture un peu, qui s'en fichent un peu de l'état mental des joueurs, j'allais dire, des élèves. De ce que j'ai compris, hein, mais alors du coup, n'hésitez pas à me couper si j'ai mal interprété. Là où pour moi, dans l'e-sport, justement les structures, elles devraient avoir ce rôle-là. Et c'est pour ça qu'il y a d'autant aussi un enjeu au niveau de la performance ou l'accompagnement mental, de pouvoir, même s'il n'y a pas un accompagnement individuel offert, pris en charge par la structure, mais au moins qu'il y ait des politiques en sensi, en prévention sur les sujets de santé mentale, avec un minimum d'outillage sur les signaux faibles et sur qu'est-ce que je fais quand j'ai un joueur qui m'apporte tel ou tel discours ou que je repère dans tel et tel contexte par rapport à des changements de comportement ou autres, et que je peux, en tant que structure, en tant que coach analyste, que manager, que sais-je, au moins orienter, au moins ouvrir le sujet, lui dire écoute, là, il faudrait que tu te fasses accompagner parce que j'ai remarqué que tu tiltes énormément, que du coup, tu parles plus in-game, même si la structure ne peut pas l'offrir, mais qu'au moins le staff encadrant, au niveau T3 et T2, puisse Quand il y a repérer du des staff choses. encadrant, j'ai envie de dire. Il y a toujours au moins un coach et un manager. Ça, en général, on retrouve quand même toujours ça dans les structures T2, T3, tu vois. Quand il y a une orgue, oui. Oui, Ouais, bien sûr, quand quand il y a il y a une une norme. orgue, Oui. effectivement, ça reste la Ouais. base. Mais oui, au moins accompagner le joueur pour lui dire qu'il doit se faire accompagner. Mais ça amène un point important qui est le tarif d'un accompagnement perso. Gaël a mentionné ça dans le chat. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour un joueur du T2, T3, un accompagnement, ça peut représenter un coût. Après, ça dépend aussi comment on le voit. Est-ce qu'on le voit comme un coût, justement, comme un investissement qu'on fait en soi-même et qui peut amener à justement avoir les armes pour aller dans le haut niveau. Je vais vous laisser en parler un petit peu plus de cet accompagnement-là, enfin le fait que ce soit un investissement, parce que vous en parlez aussi avec les joueurs. Je sais, Alexandre, que c'est aussi la manière dont tu l'amènes. Je crois que tu as tout dit en fait. Il faut considérer l'accompagnement mental, la préparation mentale, comme un investissement pour soi déjà, premièrement. Dolly le disait, hein, c'est apprendre à se connaître et c'est ce qui permettra de débloquer des situations futures. Donc c'est un vrai investissement, comme vous investirez un coach sportif pendant 15 séances pour soit perdre du poids, soit prendre de la masse musculaire, etc. Parce que vous avez besoin de savoir faire le bon geste. Et donc voilà, il faut le voir comme ça, c'est de l'entraînement mental et un vrai investissement. Mais si je peux rajouter quelque chose, c'est que le déclic, il doit y avoir une vraie volonté de la part du joueur de s'inscrire dans un processus où il y a un accompagnement avec des objectifs, des analyses et des outils validés scientifiquement pour l'accompagner. Donc après, ça peut être un autre sujet, mais comment on choisit un bon
un bon coach mental, un bon préparateur mental, en tout cas quelqu'un qui peut gérer notre problématique, ou en tout cas nous donner les clés pour aller exploiter notre potentiel. Mais voilà, mais évidemment c'est un investissement, c'est pas un coût. D'autant plus, et pour finir, que la préparation mentale a vocation à rendre autonome l'athlète dans sa pratique. Il n'y a aucun phénomène de dépendance comme certaines pourraient le penser. On n'a pas besoin d'un coach mental en permanence. Ça peut être par épisode et plus rien pendant 6 mois, 1 an. Ça peut revenir. D'autres, au bout de 2 mois, ils peuvent rappeler. Je prends souvent l'exemple de Teddy Riner dans le sport traditionnel, qui lui a un psychologue du sport depuis plus de 10 ans, qui l'accompagne, mais c'est pas pour autant que toutes les Depuis semaines. qu'il a 14 ans, il est Voilà. encadré par Waouh, un professionnel du cerveau, comme il l'appelle. Et c'est c'est ça en beau. fait, un professionnel du cerveau. Et c'est important, je pense, de dire à celles et ceux qui nous écoutent que être accompagné par un professionnel du cerveau, c'est un investissement sur soi quand on a un objectif avec un enjeu ici en carrière, dans une carrière e-sport. C'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, tout dépend de ce que la personne a vraiment envie de faire. Si elle veut jouer à CS, s'éclater en LAN avec ses potes, être dans des structures pour pouvoir vivre des expériences, comme on peut aussi quand on fait un sport traditionnel, jouer au foot, au volley ou au handball ou que sais-je, au ping-pong, les week-ends, faire des tournois, partir avec le club du coin. Bien sûr, si tu n'as pas une vocation réelle à devenir athlète professionnel dans l'e-sport. Alors ça peut quand même toujours être intéressant de te renseigner sur quand même certaines notions d'intelligence émotionnelle, de neurosciences, voilà, pour se connaître soi-même. Et ce sera toujours un bonus pour les tournois que la personne voudra faire si elle veut rester dans l'amateur. Mais si elle a une vraie ambition à devenir professionnelle, à en vouloir faire son métier et du coup aussi à s'engager là-dedans, c'est un engagement de vouloir devenir joueur ou joueuse e-sport. C'est un vrai engagement pour soi, dans son avenir, dans son ambition à soi. Donc oui, il faut voir ça comme un investissement, je suis entièrement d'accord. Mais il faut être prêt à le faire aussi. Et ça dépend de l'objectif de la personne. Et qui plus est, c'est un investissement qui n'est pas uniquement valable pour la carrière e-sport d'un joueur, c'est aussi hyper valable pour la vie de tous les jours, la vie professionnelle, la vie personnelle, parce que, on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est apprendre à mieux se connaître pour pouvoir faire face à des situations toujours plus avec plus d'enjeux. Et c'est marrant parce que il y a dernièrement Apex de Dan qui expliquait que ces dernières années, il a vraiment appris à se connaître au fil de sa carrière. Et je pense que c'est un exemple, en tout cas sur cette partie-là. En tout cas pour lui, je pense que c'est la clé qui lui permet aussi en partie de performer au plus haut niveau aujourd'hui. Mais donc, Apex en a parlé, mais rares sont les joueurs qui en parlent encore aujourd'hui du fait d'être accompagnés. Alors, pas en équipe, parce que comme je l'ai dit, ça c'est vraiment démocratisé. C'est tout à fait normal d'avoir un coach performance dans l'équipe. Et toutes les équipes au plus haut niveau, à minima sur CS, en ont un. Mais en tant que joueur, à un point de vue individuel, c'est encore tabou, j'ai l'impression. Ah, mais complètement. Parler de santé mentale de toute façon, pour avoir essayé, pour en parler avec les personnes que je peux côtoyer du milieu pro ou semi-pro, ils vont en parler en off, mais en parler de façon publique, c'est beaucoup plus compliqué. T'as D'ailleurs, la même expérience, toi, Alexandre, avec les joueurs que tu accompagnes? en fait, j'allais te poser une question, mais du coup, j'ai oublié de la retenir. Ça me Ah, reviendra. On t'a perdu quelques secondes. Je veux bien que tu reposes ta question et ça va peut-être me refaire venir le schéma que j'avais en tête. Non, je disais que c'était tabou encore de parler d'accompagnement d'un point de vue individuel pour les joueurs. Et donc je te demandais, Dolly a répondu, mais si toi, avec les joueurs que tu accompagnes, tu ressens ce côté tabou.
Oui, c'est d'autant plus tabou que la réalité, tu me dis si tu partages ça aussi avec les joueurs que tu avais accompagnés, toi, de ton côté aussi, Mélo, mais c'est que dire à son staff ou à son coach technique, dire que ça ne va pas en ce moment, je m'y retrouve pas, je me sens un peu dépassé, j'ai besoin de repos, dire ça, c'est la porte au bench. Et ça, en fait, ils peuvent pas se permettre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde pour soi, on en parle à la personne, ou si on a la chance d'avoir du soutien de proches, on va pouvoir le faire, et tant mieux. Mais je pense que dire ouvertement à son staff que ça va pas en ce moment, qu'on a besoin de repos, je pense aujourd'hui que c'est encore tabou à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va pas le dire. Non, je vais être fort, non, je vais continuer. Je suis Donc on met un d'accord. peu sous le tapis. Et puis bah, c'est comme ça, je pense aussi, qu'on arrive à des situations de burn-out, comme on a connu depuis très très Complètement. longtemps. Alors, je suis En même d'accord. temps, l'e-sport, c'est un univers tellement encore masculin et on sait à quel point l'enjeu de la santé mentale et de la vulnérabilité, aujourd'hui encore, malgré tout, ça reste, un sujet compliqué donc ça aide pas quoi, à ouvrir un peu les discussions. Alors, je suis d'accord, mais je mesurerais quand même. Je pense que ça dépend aussi des joueurs. Je pense que si demain, Mmh. Zaibou et Zanoum le mentionnent dans le chat, il en avait parlé dans l'équipe de réfléchir à faire une pause, etc. Parce que bon, le mec est au plus haut niveau depuis longtemps et voilà, tout s'enchaîne très vite. Hein, même quand des fois les joueurs font 4-5 ans de haut niveau, c'est très intense. Ça paraît des fois beaucoup plus que 4-5 ans. Je pense que quand on est Zaibou, faire une pause dans un club comme Vita, avec qui il y a une vraie histoire et Une potentiellement ça sensibilité pourrait en être, plus. voilà, il y a Mmh. un côté très humain, ça pourrait potentiellement s'entendre. Et encore, mais Ouais, globalement, je te rejoins parce que quand on voit Simple qui avait une vraie histoire avec Navi, et bien pendant sa pause, il a été remplacé et l'équipe a tourné. Et bah, que tu sois Simple ou pas Simple, et bien ta place elle est prise. Et et ça, dans et et l'e-sport, ça fait peur c'est parce qu'on sait qu'une fois que la place elle est prise, pour la récupérer, c'est très difficile. Donc globalement, je te rejoins. Aujourd'hui, on a peur de dire que ça ne va pas parce qu'on peut être écarté comme ça du jour au lendemain. On a claquement de doigts, paf, il y a quelqu'un qui vient prendre notre place et on est très peu protégé. et ça me fait penser aussi à l'histoire de Device, pour rester sur Oui, du CS, parce que même s'il avait totalement. été soutenu par Astralis dans le cadre de cette pause justement qu'il avait prise, on voit qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour lui de revenir à un niveau similaire qu'il a quitté. Totalement. Donc en termes d'exemple, derrière, c'est compliqué quand tu es un joueur de te projeter en disant: «Ah bah si, c'est faisable». Je Et pense que puis, ça doit pas aider, quoi. c'est vrai que contrairement au foot, par exemple, où là, bah, c'est normal d'avoir des remplaçants, donc l'équipe va Mmh. tourner, donc finalement, quand tu reviens, tu peux aller dire à ton retour, on va te faire rentrer 20 minutes ou 15 minutes, et puis tu vas reprendre progressivement. Et si tu as ta place, eh bien, tu pourras être dans l'équipe de départ. Là, c'est 5 joueurs. Il y a pas de remplaçant. Bon, alors, c'est pas 5 joueurs dans tous les jeux, mais c'est vrai que sur CS, du moins, bah, t'as pas de remplaçant. Donc, si demain ta place est prise, elle n'est plus disponible. Si Ouais. l'équipe fonctionne sans toi, on va pas se poser la question est-ce que ça va lui faire mal au cœur. Il y a un côté un peu déshumanisé dans l'e-sport. C'est un business que les organisations elles font tourner. C'est un business, exactement. Je pense que c'est ça aussi l'enjeu au niveau des structures, c'est que il y a ce décalage également entre le T3 et le T1, ou T3, T2, T1, un peu moins dans le T2 on peut dire, mais où le côté où les structures e-sportives au début, quand le joueur il arrive, c'est des associations qui sont elles-mêmes pas dans un rendement, qui sont pas dans une affaire économique très développée, ça reste une asso. Très généralement gérée aussi par des jeunes. Donc, en termes d'expérience elle-même, dans le management, dans la RH, dans les relations humaines, dans la gestion d'êtres humains, bah, ça joue hein, d'avoir peu d'expérience déjà pro dans ce domaine quand tu gères une structure. Là où les T1, ce sont des entreprises, c'est un business, il y a des réels enjeux économiques, budgétaires, financiers, de sponsors. C'est d'autant plus complexe, je pense, à ce moment-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et on parle beaucoup de CS. Vous avez accompagné des joueurs et joueuses qui étaient sur d'autres jeux également. Est-ce que selon vous, il y a des jeux qui sont plus propices à impacter la santé mentale des joueurs joueuses?
Alors moi déjà je dirais CS clairement pour les tournois. Le Ça mérite, c'est, ouais. je trouve, mais une honte en fait que ce Mm. soit accepté et que les structures jouent le jeu. Vraiment moi ça me met presque en colère en fait, et ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure sur, les structures qui disent, «Ah mais c'est important la santé mentale, on fait attention à nos joueurs, oh là là, on met des coachs performance, par contre ils vont faire tous les tournois d'année». C'est ça. C'est voilà. Là où tu as d'autres jeux, qui a quand même un rythme beaucoup plus, puis en plus je trouve que la CNCS ça ressemble plus à rien avec tous les matchs qu'il y a tout le temps. Enfin c'est un calvaire à suivre même en tant que spec et c'est un autre débat. Mais, alors que dans les autres jeux, il y a quand même un rythme beaucoup plus, gérable. Sur LOL, sur Valo, il y a des enfin tu as des vraies phases en fait où même les équipes ont le temps de se construire Mhm. avant d'être directement mises dans le bain, quoi. Donc les coachs ont aussi du temps, les préparateurs mentaux, je veux dire, pour créer quelque chose avec le joueur, pour le faire évoluer, pour se faire se développer, pour que l'équipe aussi puisse exister. Donc, ouais, ouais, il y a des jeux, il y a des jeux plus favorables à son bien-être mental, que d'autres, ça c'est clair. Et Mais c'est en les, lien j- avec la scène. C'est pas et forcément en lien avec le jeu. les jeux individuels, du coup, est-ce que là, on a un autre type de pression qui vient se rajouter du fait que bah, il n'y a pas d'équipe. C'est-à-dire demain, t'es un peu dans le creux de la vague mentalement dans un jeu à 5, tu peux en parler avec tes coéquipiers, même si c'est difficile à amener, mais être un peu moins performant pendant un tournoi ou deux parce que ça va pas trop. L'équipe pourra performer à ta place. Euh, Quand tu es tout seul, c'est toi et toi-même. Mmh. Mmh. Comme les jeux de combat, par exemple. Je sais pas si C'est du coup, ça, Alex, oui, si oui. tu veux aussi, en parler? Bah, alors moi, les jeux de combat, enfin, moi, je fais souvent le parallèle des joueurs sur la scène versus fighting à des joueurs de tennis qui sont pour le coup quasiment, enfin, pour une majeure partie ont été accompagnés sur le plan mental parce que bah, seul, en fait, c'est dur. Tu gères à la fois, ça peut être, alors quand tu fais pas partie d'une structure, tu gères toi tes sponsors. Enfin bref, c'est toi qui es aux manettes de tout et généralement, dans ces sports individuels, j'ai presque envie de dire l'accompagnement mental, il est indispensable. Mais, euh, mais oui, après, enfin, à tous les niveaux. Dans le niveau amateur, parce que là, on compare les jeux, mais il y a aussi, dans le très haut niveau, comme Team Vitality par exemple, en ce moment, je sais qu'ils ils jouent pas le SL Pro League, je crois, Oui. si je dis pas de bêtises. Donc c'est aussi quand même la preuve que dans le très très haut niveau, et notamment Team Vitality et peut-être d'autres structures que je n'ai pas en tête, sont quand même bien conscients de tout ça et font ce qu'ils peuvent. Pour autant, quand tu es une structure qui a besoin d'aller exister, alors je ne vais pas prendre 3D Max véritablement comme exemple, mais il y en a plein d'autres. Tu es On obligé peut. d'aller jouer tous les tournois. Tu es obligé d'aller jouer tous les tournois, tu as des gros enjeux, enfin, tu joues là ton tremplin en fait, et tu es obligé. Et encore en dessous, bah, quand tu es dans le T3, T4 et même à un niveau amateur où tu as envie d'aller grind le SIA, Ah bah ça, c'est là où c'est là où tu dois te construire en tant que joueur. Si tu as une ambition d'essayer une carrière, en tout cas d'aller te tenter pendant, je sais pas moi, 6 mois, un an, tu t'octroies une année sabbatique, peu importe, là c'est là où tu dois trouver tes routines de performance, on en parlait tout à l'heure. Mais oui, après, dans les autres jeux, et vraiment pour répondre à ta question, on a accompagné nous des joueurs sur TFT, la pression est la même, le tilt, la gestion du tilt, la gestion des émotions. Elle est parfois même décuplée par rapport à d'autres joueurs qu'on a accompagnés qui jouent en équipe. Euh, donc ouais, après chaque joueur est différent. Chaque joueur a euh, j'ai envie de dire son expérience passée, son éducation, son patrimoine génétique aussi. Euh, donc en fait tout ça vient jouer dans la balance. Mais, euh, mais globalement on a les mêmes problématiques d'un jeu à l'autre, que ce soit individuel ou collectif. Et voilà. Tu as mentionné, Delis, tout au début de l'émission, et ça rejoint un peu un commentaire, là on parle dans le chat de 3D Max, l'impression que les joueurs sont dépressifs H24, pour citer Zanoum. On sait, de par ce qui a été partagé, qu'il y a eu dans l'équipe de 3D Max, par exemple, quelques problèmes au sein de l'équipe, humainement.
On parle beaucoup là d'accompagnement individuel, mais dans les jeux d'équipe, est-ce qu'il ne faut pas également accompagner l'équipe au sens de groupe? Est-ce qu'en étant accompagné que individuellement, ça peut faire fonctionner un groupe ou est-ce qu'il faut un double accompagnement? Ça dépend on va dire de ce que l'équipe a déjà, de ce que chaque joueur a déjà en individuel. C'est l'accompagnateur mental, quand il est pris par la structure, en général, il fait du taf en indiv, mais il fait aussi et beaucoup du taf en collectif. Parce que pour justement créer cette synergie, que l'équipe existe en tant que telle, que les joueurs, voilà, puissent apprendre aussi à compter les uns sur les autres, parce que, c'est important en fonction du jeu dans lequel ils jouent. Mais l'apport de l'indiv, en fait, ça va déjà permettre en fait, si chacun personnellement se connaît mieux, se gère mieux, bah, s'il a déjà une meilleure connaissance et compréhension de qui il est, automatiquement, il aura aussi, entre guillemets, «une meilleure compréhension de l'autre». Dans le sens, s'il prend conscience que: «Ah oui, d'accord, je peux ressentir telle chose parce que j'ai telle chose», en fait, face à la réaction de quelqu'un, tu as une posture d'empathie qui va, de façon un peu plus automatique, apparaître. Donc c'est pour moi que c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment, maximiser déjà l'accompagnement en indiv, parce que c'est là, en fait, où la personne, a besoin, en tant que joueur, de développer des choses pour que derrière, effectivement, si tu veux créer si tu veux derrière que le coach mental, puisse développer, vraiment une vie de l'équipe, mais si les joueurs n'ont pas travaillé sur eux avant, en fait, ça n'a tu pourras essayer de faire tous les team building que tu veux, faire les exos de groupe ou ça marchera pas forcément parce qu'ils n'auront pas traité déjà eux-mêmes leurs propres problématiques. Oui, je suis tout à fait Mmh. d'accord. Oui, finalement, c'est l'individuel qui va venir construire aussi le groupe. Le collectif. Mm. Complètement. Et tu peux avoir un coach performance, coach mental ou préparateur mental qui a cette double compétence de, de la performance collective et de Mmh. la performance individuelle. Euh, mais ça peut être complémentaire. Tu peux avoir un coach performance dans une structure, voilà, et tu peux à titre individuel Mmh. te livrer et être accompagné sans pour autant, tu vois, en parler à tout le monde. Voilà, parce que tu as besoin d'extérioriser certaines choses que tu ne peux pas forcément faire en structure, parce que tu ne sais pas encore comment ça va être pris, etc. Et puis tu as besoin peut-être aussi de travailler sur toi et tu ressens le besoin. Et ça, c'est pas incompatible. Pour moi, c'est pas incompatible d'avoir deux coachs. Par contre, deux coachs dans la structure, performance, je sais pas. Il faudrait vraiment que les travaux soient bien différents. Ouais, à la limite, côté un coach performance axé sur le mental avec un nutritionniste et un coach sportif, bon voilà, on n'en est pas là. On sait la difficulté déjà d'avoir un coach mental dans une équipe, c'est déjà extraordinaire. Donc, on va pas parler de coach nutrition et de coach sportif, mais d'ailleurs pour faire un, un- un parallèle, on parle de performance là depuis le début, mais la santé mentale, il y a une base il y a une base qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est que c'est important de bien manger et bien s'hydrater. C'est important de bien dormir. Alors bien dormir, c'est quoi? Chacun a son quota d'heures de sommeil. Ça peut être 7 heures, 8 heures, 9 heures pour certains, ça peut être moins. C'est connaître quel est son bon Son rythme de horloge à sommeil. soi. Exactement. Son Et rythme trois, circadien. exactement, le cycle circadien. Et en plus, la troisième chose, selon moi, c'est une activité physique régulière, voire à haute intensité. Et ça, déjà, si ça, on est à peu près, on va dire, correct, hein, on sait très bien que dans l'e-sport et dans des générations qu'on a, c'est facile de faire des écarts. Il n'y a pas de souci en faisant des écarts les week-ends. Mais si dans la semaine, tu es à peu près rythmé, tu es discipliné, rigoureux sur ces trois domaines-là, déjà, je peux t'assurer que sur le plan de la performance, tu grappilles énormément de pourcentage. Ah, tu Énormément. pars avec un bœuf, hein, complètement. Exactement. On Et l'a on vu oublie avec Apex, souvent. hein, que tu Mais as complètement. mentionné un peu avant. Hein. Moi, nous, on était arrivé en Andorre quand Apex a commencé à travailler sur sa transformation physique et son changement d'hygiène de vie. En fait, c'était même pas qu'une transformation physique, c'était vraiment changer son hygiène de vie, inclure davantage de sport, faire très attention à son alimentation. Il s'est fait accompagner par un coach. Il y a eu une vraie transformation physique, mais aussi in-game. On le voit, il est aujourd'hui
à son prime. L'équipe est également à son prime. Bon, ça vient du collectif, hein, mais je veux dire, Ouais. ça a eu un impact pour lui dans sa vie privée, mais également dans sa vie professionnelle. Et il le souligne, ça a quelque chose qui a eu un gros impact pour lui. Donc c'est difficile, je trouve, parce que c'est quelque chose que tu mentionnais et qui est très important en développement personnel, que ça soit pour les joueurs, mais aussi pour une personne lambda. C'est la volonté d'eux. C'est avoir envie, c'est passer ce premier step de je vais me faire accompagner parce que c'est important, parce que j'en ai besoin. Et c'est vrai que les coachs performance dans les équipes sont aujourd'hui mis d'office. Euh, et on a vu ça dans certaines équipes, hein, alors surtout quand ils ont commencé à être intégrés, de à quoi ça sert. Enfin, tu vois, le gars, ce qu'il nous fait faire, qu'est-ce que ça va. Il connaît pas CS, ou voilà, qu'est-ce que ces exercices-là, à quoi ça va nous servir in-game. Un manque de compréhension des joueurs, et même un manque d'envie d'aller vers ce coach performance parce qu'il n'y avait pas cette volonté initiale de se faire accompagner. Mais il y a aussi l'idée que se font tous les jeunes joueurs que pour que je devienne le meilleur, il faut que je grind. J'ai juste à me buter 18 000 heures de jeu et c'est comme ça que je vais devenir le meilleur. Alors qu'en fait, pour devenir meilleur ou en tout cas atteindre le niveau de professionnel, ça suffit pas. Bien évidemment, c'est important de connaître le jeu, mais quand tu arrives sur le terrain, par exemple, le jeu, tu es déjà censé le connaître. Oui. Même ton coach, il va pas t'apprendre à jouer, en fait. Il va te donner des pistes pour peut-être des strats contre tes adversaires parce qu'il va faire ce travail de en amont, mais il va pas t'apprendre à jouer ton jeu parce que tu si tu es dans le terrain, c'est que tu es déjà censé savoir jouer. Donc le coach perf non plus. Mais je pense que ça a fait le lien aussi avec l'âge parce que quand là, tu donnais aussi l'exemple d'Apex, heu, c'est pas le plus jeune des joueurs, hein. Il a plus de 30 ans aujourd'hui et le début de toute sa transformation, il l'a commencé, il avait peut-être pas encore 30 ans, mais pas loin Oui, oui, parce et que nous, on ça arrive va en avec la Andorre. maturité. Ouais, c'était il y a 5 ans qu'il a commencé, Ouais. à peu près. Donc il avait déjà plus de 25 ans et Ah oui, oui. et du coup, je pense que ça joue beaucoup sur la compréhension de pourquoi finalement prendre soin de mon bien-être mental, de mieux me connaître au niveau de gestion des émotions et cetera, ça c'est une adhésion plus facile chez les joueurs avec un peu plus d'expérience, on va dire dans l'année par les années. Heu, c'est ça, c'est la maturité de l'âge. Effectivement, c'est plus compliqué de faire adhérer à un joueur de 16 ans ou 19 ans, je vais t'expliquer non, pourquoi tu peux pas balancer ta souris sur ton écran, et comment ça va impacter, finalement ta psychologie. Ça, c'est sûr que bon, ils se disent: «Mais laisse-moi tranquille, je joue à mon jeu». Donc c'est vraiment une éducation à faire et je pense que plus tôt elle arrive, tout ça, c'est de la sensibilisation énormément aussi, mieux elle va être comprise chez ces joueurs-là ou ces joueuses Et et du coup, comment on sensibilise un très bon joueur, même si, voilà, qu'il soit vieux ou jeune, un joueur qui performe? On prend le cas de Zaïou, on peut prendre le cas d'un Monesi qui est arrivé à 16 ans chez G2, donc qui était performant. Comment on leur fait comprendre que même en étant très bon, ça peut leur être bénéfique? Moi, j'ai ma théorie là-dessus. Ces joueurs-là, tu les laisses tranquilles et tu les laisses performer comme ils l'entendent. En fait, pour moi, ces joueurs-là, c'est Zaïou, c'est Monesi, c'est euh, donc ouais. c'est Nico, donc Nico. Et encore, Nico, enfin, je pense qu'il aurait tout intérêt. Je crois que c'est quand même un sportif un petit peu de base. Mais il y a des joueurs comme ça, c'est le 0,00001%. Et je vois dans le chat, là, on parle de CR7. En fait, tout le monde n'est pas CR7 et tu peux pas. En fait, le problème, c'est les star players ont tellement une grande cote que tu dis c'est possible. Tu vois, si lui y arrive, moi je peux y arriver. Alors, en vérité, c'est pas aussi facile que ça, mais ça tout le monde le sait. Mais, euh, mais faut pas, eux, faut pas trop leur imposer de choses. D'ailleurs, Apex en parle très bien dans un interview que Zayu, en fait, lui, il chill avant une finale ou tu vois. En fait, c'est son mode de fonctionnement et c'est ok, tu vois, c'est ok. Mais c'est pas le meilleur exemple, tu vois. Euh, c'est pas le meilleur exemple et je pense que la majeure partie des joueurs gagnerait plus encore une fois, à apprendre à se connaître, en fait, à se regarder soi, en fait, à se dire, ok, arrêtez de regarder les autres, apprenez à vous connaître,
Faites-vous accompagner par un professionnel. En tout cas, essayez de vous intéresser sur comment vous pourrez être un meilleur joueur, pas que sur la partie technique, mais comment vous pourrez mieux gérer certaines situations, etc., liées au stress, liées aux émotions, liées à la confiance en soi, l'estime de soi. On parle souvent de stress, de titre, des émotions, mais l'estime de soi, c'est un élément essentiel pour se mettre en confiance et donc aller chercher de la perf, quoi. Et en fait, bah, quand tu te connais pas, tu peux très vite sur l'estime de soi connaître des retournements de situation qui te font rester en bas en fait. Donc encore une fois, faut se recentrer sur soi et pas trop aller chercher les Aïou et tout ça qui sont ouais. Donc eux, tu ne les accompagnes, enfin, tu Alors, les ferais pas être accompagnés parce que c'est vrai que des fois, on l'a vu, hein, tu as des joueurs qui arrivent très jeunes, qui sont insouciants, qui vont jouer et arrive un certain âge où on voit une baisse de performance parce que, bah, pour en avoir parlé avec certains joueurs, quand tu prends de l'âge, ta vie n'est plus la même. Tu as des C'est ça. soucis que tu n'avais pas à 16 ans, donc tu as des pensées parasites qui viennent te faire penser à d'autres choses, tu as une espèce de charge mentale qui se met. Et est-ce que c'est mieux d'accompagner au moment où ça arrive, ou est-ce que même quand ces personnes-là performent, il est préférable de commencer à les amener vers un accompagnement pour anticiper l'avenir? Si je peux compléter en fait aussi, c'est par rapport à ce que tu disais, Alex. Moi j'entends ce que tu disais sur le fait de faut pas forcer l'accompagnement mental dans le sens où faut pas chercher à le transformer. Ok. Parce que si c'est des machines à part. Les Simple, les Donk, les Monesi, les Ziwo, c'est des machines à part. Mais par contre, l'objectif, alors c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui, enfin quoi que si, tu me diras, on sait aujourd'hui comment se passe leur carrière. Je pense qu'aujourd'hui, un Donk, il acceptera un coach mental parce qu'il comprend qu'en fait, ok, il a eu sa période, ça a duré un peu moins d'un an, ou un an, allez, où il a été on fire, mais parce qu'il débarquait et personne ne le connaissait. Effet de surprise aussi. Et aujourd'hui, tu peux dire, bon, bah voilà, il y a un an, on t'a proposé, tu n'étais pas trop adhérent. Maintenant, est-ce que tu es OK pour peut-être qu'on aille au-delà pour que tu deviennes vraiment le meilleur joueur? Un Zio, c'est pareil, il en a quand même bénéficié. Après, tu vas pas le forcer. Mais Mhm. l'objectif du coach mental, ça va peut-être travailler sur d'autres sujets. Tu vas pas lui faire une routine. Bon, mais tu vas travailler peut-être sur d'autres sujets en fonction des games ou des enjeux aussi de la structure. Et puis dans tous les cas, ça n'empêche pas que sur la partie équipe, il est présent. Oui, ouais, Et le totalement, complètement. oui. coaching en indiv, il sera peut-être moins conséquent. Et encore, on ne sait pas. Mais sur en tout cas, le coaching d'équipe, c'est complètement, ça reste primordial pour la vie de l'équipe. Et mon ambition, pour terminer mon petit monologue, pardon, mais c'est qu'en fait la question ne se posera même plus. C'est moi ce que je rêve dans un monde parfait, c'est que ces joueurs qui arrivent au T1 et qui sont un peu je suis pas hyper fan de commencer un coaching mental, je suis bien arrivé jusqu'ici sans, qu'est-ce qui m'empêchera finalement de continuer sans? Bah, c'est qu'en fait, si on a réussi à ce qu'ils aient déjà eu accès à du coaching, même sur une partie initiatique, que sais-je, on verra la forme, mais au début de leur carrière, sur la partie T3 et T2, bah, peut-être qu'en fait, ils auront déjà capté certains Mhm. signaux, certains trucs, et qu'en fait, ils arriveront eux-mêmes au T1 en mode, bah, en fait, j'ai remarqué que j'ai ça et ça encore à travailler, qu'est-ce que je peux faire? Et déjà, que ce soit un Monesi, un Donk, un Device, un Mezi, ce sera la même chose. Parce que c'est vrai Je vois. que pardon, je rebondis juste, Alex, sur ce point-là. Vas-y, vas-y. On parlait des Aiwu, Monesi, Simple, etc., qui sont vraiment des phénomènes. On a fait le parallèle avec CR7 ou des Messi. Donc, je les écarte un petit peu. Mais on a, par exemple, on l'a vu, et on l'a vu aussi dans le sport, des très bons éléments dans le T2, T3, par exemple, qui sont hyper forts à ce niveau-là, et arrivés dans le T1 doivent rentrer dans un cadre, dans une manière de jouer professionnalisée, dans une manière de travailler qui est différente de ce qu'ils avaient dans le T2. Et donc là, on passe dans un monde professionnel. Et il y a vraiment un gap entre aujourd'hui sur CS, le T2, T3 et le T1, dans la manière de jouer, dans la manière d'amener la game, et qui ont du mal à performer. Parce qu'on leur laisse moins de liberté, parce qu'on on leur permet pas tout ce qu'ils se permettaient avant, faute d'un encadrement nécessaire. D'où le fait, je pense, d'avoir un accompagnement qui prépare
à aller vers ce plus haut niveau bah, le plus tôt possible. Je pense même que demain, les structures, je dis demain dans un futur, je ne sais pas dans combien d'années ou combien de mois, rechercheront des profils qui, sur l'aspect mental, se connaissent davantage. Neo de Vitality avait recruté à l'époque Dupré en partie et Magix sur ces critères-là. Ok. Et je pense que, en partie, hein, évidemment parce qu'ils ont gagné aussi des majors, mais parce que mentalement, il l'a dit, on est C'était dans pas une... gratuit aussi? C'était gratuit aussi. Je pense que c'était gratuit, ça a beaucoup joué. Mais Ouais, effectivement, c'était une mais opportunité avec plusieurs critères qui Oui. étaient rassemblés. je me rappelle en fait de l'interview de Neo qui disait que ce qui l'avait très étonné, c'est le gap mental. Je sais plus quel mot il avait employé, mais ça l'avait étonné qu'il y avait une maturité dans la gestion de la performance individuelle qui était bien au-dessus de ce qu'il avait vu jusqu'à présent. Enfin, il s'en est rendu compte. Et donc, bah, on sait tous d'où Dupré et Magis sont venus, où ils sont arrivés. Et, et voilà quoi. Je vois dans le chat, il y en a un qui disait selon toi, on change pas un Monesi, c'est pas la bonne méthode. Bah, ça revient à ce que disait Dolly en fait. Tu forces pas en fait le truc, mais, mais ça changera. Je pense que plus on parlera de préparation mentale et plus on parlera d'accompagnement, plus ce genre de joueur peut-être viendra naturellement se faire accompagner. Mais oui, tu les changes pas. Enfin, tu changes pas leur mode de vie, quoi. Tu changes pas de mode de C'est, vie. ça Ouais, rejoint ce que vous dites de se connaître soi-même. C'est mais vraiment complètement. aujourd'hui que le joueur sache dans quelles conditions il arrive à performer et chaque joueur est différent. Donc ça peut C'est ça. surprendre des fois l'hygiène de vie, la manière de travailler. On parlait d'un Zaiwo tout à l'heure dans le chat qui joue à d'autres jeux que CS alors qu'ils sont en plein major, mais parce que bah, lui a besoin de ça et c'est comme ça qu'il arrive à être performant quand d'autres joueurs ont Mm. besoin de grind CS entre deux games et bah, lui c'est pas ce dont il a besoin. Donc C'est c'est surtout c'est ça, ouais, marrant que. le conseil à donner. C'est ne vous fiez pas sur ce que vous avez entendu des autres, créez votre propre façon de jouer en fait. Et Zayou, tu disais, Mélo, que Zayou disait dans un interview aussi que il aimerait bien être, être un autre Zayou, on pourrait le laisser tranquille et qu'il avait besoin aussi, enfin, qu'il aimerait bien avoir plus de repos. Je sais plus exactement ce qu'il a dit. J'ai pas vu l'interview, je le disais dans le chat qu'apparemment il avait pensé à une pause. Alors si le chat peut nous dire exactement Ah oui, je ce crois qu'il que a dit dans c'était son interview avec l'équipe. Oni. Oui, Ah, mais il n'y avait pas aussi Oni qui en avait parlé avec. Ah peut-être, c'était soit l'interview je, 300 Strike, J'ai vu les soit deux. je l'avec crois que c'est l'interview de l'équipe, parce que j'ai vu Ouais, la phrase sortie de son qui nous contexte, a parlé de ouais. ça. mais je pense que Ouais, je me qu'il suis avait toujours dit envisagé quand de est-ce que faire une Zayou pause. va il va se passer un truc. Alors je veux pas être annonciateur de quoi que ce soit, il est très bien accompagné et je pense que quand Zayou dit ça, je pense que derrière il s'appelle Jack, le performance Le coach coach. mental, ouais. Mm. Ouais, je pense que ça a dû forcément, enfin ça date pas d'aujourd'hui non plus, mais je pense que c'est des discussions qui peut y avoir en individuel. Mais c'est intéressant parce que Zayou est le meilleur joueur du monde, mais il n'est pas infaillible non plus, il est humain. Et, et voilà, et voilà. Je te coupe juste Alex parce qu'on a la Oui, phrase, donc c'était dans l'équipe, et oui, Zaïwo a dit j'ai déjà pensé à faire des pauses de 2 ou 3 mois. C'est difficile dans ma position, même si je ne leur ai jamais vraiment exprimé. Pardon. tu vois. Et ça, c'est un signal faible dont tu parles, Dolly, pour moi, qui est important Hmm. à prendre en compte, tu vois. Enfin, moi, si je fais partie du staff, là, c'est OK, viens, Mathieu, viens, on discute, tu vois. Viens dire comment tu te sens en ce moment, tu vois. Mais Bah, en même temps, j'imagine quand même tu vois pas. le rythme CS, enfin, c'est le nombre de tournois qu'ils ont gagnés Vita l'année dernière, et sans compter du coup le nombre auquel ils ont participé au total, enfin, ça m'étonne pas qu'ils disent ça. Je pense que Puis tellement de joueurs ont dû le penser. Zaïwo,
enfin, rappelons quand même, il arrive très jeune, donc il passe son bac pro, sa maman il tient particulièrement. Euh, il passe son bac pro, il arrive chez Vitality, il enchaîne les tournois, il enchaîne les performances, il bat tous les records possibles. Là, ils vont très certainement, et je leur souhaite de tout cœur, avoir un deuxième Grand Slam. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où, en ayant tout réussi, en ayant eu tous les records possibles, on se dit pas c'est quoi la suite, enfin, qu'est-ce qui amène le petit piment, c'est quoi le prochain challenge, un troisième Grand Slam potentiellement, encore plus de trophées. Est-ce que avec tous les sacrifices qu'il y a eu en amont, maintenant que tout est atteint, on se dit pas c'est le moment de voilà de poser la souris et ranger le clavier, éteindre le PC et de faire un petit break. Bah, ça joue complètement, hein. S'il y a plus d'objectifs définis derrière, c'est compliqué. Alors pour Zéo, je m'avance pas, j'en sais rien du tout, mais ce qui fait vivre un joueur, apparemment mon chien n'est pas d'accord, c'est d'avoir un objectif. Si entre guillemets tu as atteint tes objectifs, c'est compliqué effectivement derrière de se dire donc là en fait je vais reprendre l'avion 4 fois dans le mois pour 3 pays différents et je vais passer au total 6 heures chez moi. Super. Je peux comprendre que ce soit compliqué, quoi. Moi, je pense qu'il y aura un vrai défi pour. On parle de Zayou, mais ça peut être le cas de d'autres joueurs du très haut niveau. C'est qu'à un moment donné, avec l'âge, il va falloir penser à se mettre de nouveaux défis pour que la performance, elle continue, quoi. Et je pense que ça passe par les trois choses que je vous ai dit au départ, hein, que je disais au départ, c'est une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, une bonne hydratation, du sport et du sommeil quand on peut, quoi. Enfin, je sais bien que dans leur cas à eux, le sommeil, ça peut être un peu compliqué, mais, euh, mais en tout cas, c'est reprendre des bases, quoi. C'est peut-être reprendre des bases à ce niveau-là, quoi. Comme l'a fait Apex, hein. Mm. Moi, je pense que ce qui fait la carrière d'Apex aujourd'hui, si elle est aussi longue, c'est en partie vraiment grâce à cette transformation qu'il a initiée il y a 5 ans. Et puis il y a un point qui, pour rebondir sur ce que disait Zawo dans l'interview, c'est tous les sacrifices. Tu l'as mentionné hein, aussi, Deli, tu voyages à travers le monde en termes de vie Privé. sociale, ouais, vie privée, les amis, la famille, bah, tu les vois très peu. Alors si ta compagne ou ton conjoint peut se permettre de venir, si ta famille, tes amis peuvent te permettre de venir aussi aux événements, bah, tu arrives à les voir, mais sinon, des fois, tu les vois pas pendant presque une année parce que bah, t'as pas le temps. Et puis, quand tu as du temps, tu as envie aussi de t'octroyer du temps pour toi parce que tu n'en as pas. Même si avec l'équipe ça se passe bien, bah, tu es toujours en communauté, tu es toujours avec l'équipe. Alors certains joueurs demandent des chambres individuelles, mais de base, les organisations prévoient des chambres où tu es à deux par chambre. Ouais, Donc, chambre double. t'es jamais seul. Pour certains joueurs, en fait, ils sont toujours avec un coéquipier, ils sont toujours dans le travail. Ça ne s'arrête pas, même si c'est ton ami, ça reste du travail aussi que tu partages. Complètement. Donc, ça ne s'arrête pas. C'est beaucoup de sacrifices qui peuvent amener aussi un gros impact sur la santé mentale. Bah, les Bah, burn-out, complètement. ouais, c'est ça, hein. Et c'est là aussi où pour moi la structure a un rôle à jouer sur le rythme qui est imposé aux joueurs. Et c'est là où le travail avec le coach performance a d'autant plus de sens pour qu'en fait le planning entre guillemets de l'année soit organisé de façon en fait le plus optimum. Et je sais que c'est ce qui se passe hein, dans les structures T1 quand elles ont les moyens de le faire. Mais je sais que ça parlait par exemple de 3D Max. Le rythme aussi de 3D Max sur les dernières années, c'est n'importe quoi, entre guillemets, de façon très extérieure. Mm. D'autant qu'en plus, il y a eu tellement d'autres enjeux. Ils ont eu leurs propres problématiques économiques en interne. Enfin, je pense que pour rebondir aussi à ce que sur le sujet des objectifs, une fois qu'on a tout gagné ou quoi que ce soit, si tu es adhérent avec la structure, si tu es fier de porter les couleurs de ta structure, si tu as aussi cet enjeu de représenter voilà, la structure, etc., je pense que ça impacte beaucoup la façon dont tu vas vivre les tournois, la façon dont tu vas vivre les sacrifices. Euh, à l'inverse, si, entre guillemets, tu n'es pas au clair avec
la confiance que tu peux porter envers ta structure, bah, c'est beaucoup plus compliqué Mm. derrière de porter tous ces sacrifices-là, quoi. Complètement. Je te rejoins à 100%. Ah, on t'a pas entendu totalement, Alex. Je disais, je rejoins à 100% ce que vient de dire Dolly. Ouais. Je suis d'accord. Euh, pour nous amener vers la fin, et donc justement, on va parler de la fin Oh, de carrière. Ça passe vite. moi, je suis Bon, bien, s'il je peux y a continuer d'autres encore longtemps sujets, à on peut papoter, hein. continuer. Hein. Il n'y a pas de problème. Euh, la fin de carrière, c'est un vrai sujet qui aujourd'hui n'est pas géré ni par les orgues, ni par quiconque, à part les coachs comme vous qui essayent d'accompagner les joueurs. C'est un vrai stress pour les joueurs. Est-ce que ça se prépare en amont? Oh oui. Oh oui. Et ça fait Ah oui. partie du coaching mental aussi, de travailler sur la sortie de la vie professionnelle avec le joueur ou la joueuse. En combinaison, souvent avec des psychologues en fonction du besoin de la personne et du mal-être que ça peut sortir. Parce qu'il y a aussi un sujet, et c'est vrai que je n'ai pas assez appuyé ce soir, mais le coaching mental ne remplacera jamais un psychologue. Sauf si le psychologue D'accord. est et préparateur mental dans ses fonctions également. Mais Est-ce être que tu psychologue et peux, être... pardon oui, Dolly, mais est-ce que tu peux nous vas-y. différencier les deux, bien expliquer pour le chat la différence entre le coaching mental et le psychologue ou enfin psychiatre, lui est médecin, mais et un Oui. psychologue ou thérapeute par exemple. Ah bah, un psychologue va vraiment être là pour traiter une situation qui a un impact médical aussi, et vraiment sur cet aspect accompagnement, euh, vraiment sur le soi, la personne, sa vie. Alors je vais partir dans les extrêmes, mais vraiment pour l'imager et pour que ce soit accessible. Parler de son enfance, des traumas, sortir un peu peut-être de ça, traiter ces sujets-là euh, vraiment dans la profondeur de la personne. Là où l'accompagnateur mental, le coach perf, est là pour accompagner le sportif, l'athlète, la sportive vers un objectif prédéfini. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment pour moi, je le schématise un peu simplement, mais c'est vraiment deux salles, deux ambiances, quoi. Après, dans le coaching mental, il y a quand même des sujets qui vont être en lien avec le bien-être, la santé de façon générale, avec de la prévention et de la sensibilisation, mais on ne sera jamais dans le traitement. On n'est pas là, D'accord. enfin, on n'a pas les compétences pour traiter de situations traumatiques que peut rencontrer la personne. Par contre, on peut accompagner vers l'orientation des professionnels qui sont plus spécialisés là-dessus. On Ok, peut aider je au vois. repérage et derrière. J'ajouterais aussi que le métier de psychologue est un métier réglementé, très encadré, etc. Euh, Là où le métier de préparateur mental ne l'est pas. Et c'est une problématique dans notre domaine, c'est qu'aujourd'hui, quiconque peut se vanter d'être préparateur mental ou coach mental. Ça ne poserait aucun souci, on pourrait absolument pas en tenir rigueur. Oui, Euh, légalement, ouais. D'accord. et ça, c'est une vraie problématique parce que le préparateur mental euh, accompagne les joueurs euh, sur des thématiques qui est liées à nos schémas de pensée, etc. Et on ne fait pas ce qu'on veut avec le Avec le cerveau des gens. cerveau des gens. Et ça, je le répéterai jamais assez, mais s'il vous plaît, si quand vous allez vers un coach mental, un préparateur mental, euh, demandez-lui, s'il est formé, s'il est certifié, etc. Il n'y aura aucun problème à le dire. Si c'est pas le cas, attention, attention. Voilà. Je crois que j'ai aucun chiffre là-dessus. Je peux pas m'avancer, mais ça fait forcément du tort à notre profession, et c'est comme ça qu'on a des jeunes, jeunes moins jeunes, hein, qui nous disent ouais mais coach mental il fait quoi, il sert à quoi, moi j'en ai déjà parlé à un, voilà, et on n'a pas forcément toujours les bons retours. Euh, voilà, il y a l'expérience qui joue aussi, hein, évidemment, mais, euh, mais ouais, faut faire attention avec ça. Donc n'hésitez pas à demander les certifications, les diplômes quand vous voulez vous faire accompagner par un préparateur mental. C'est très Et très des important. recommandations, ouais. Et des recommandations aussi, évidemment. Mm.
Et donc, Dolly, tu nous disais, voilà, tu différenciais coach mental de psychologue quand on parlait de l'après-carrière, la préparation vers la fin de carrière. Oui, oui, j'avais déjà oublié, merci. C'est vrai que c'est le sujet de base. Euh, ouais. Bah oui, parce que parce que voilà, en fait, il y a deux sujets. Il y a l'accompagnement à la fin de carrière. Donc, il y a aussi des fois, c'est ne serait-ce qu'à la prise de décision. Donc, le préparateur mental, en fait, il va accompagner la personne déjà à être au clair avec cette prise de décision. Mais en fonction des enjeux, le coupler avec un psychologue, justement, parce que ça peut générer des situations de dépression, ça peut générer des situations d'anxiété, ça peut voilà, générer des, euh, des contextes derrière avec des enjeux de santé. Et c'est là où moi je trouve ça hyper, en tout cas ça c'est ma POV, hein, mais important de faire glisser aussi l'intervention d'un psychologue là-dessus, qui va avoir ce regard aussi assez autre, en fait, pour accompagner la personne vers une sortie la plus saine possible. C'est pas automatique, c'est pas obligatoire, mais je trouve qu'il y a deux possibilités d'accompagnement là-dessus. Parce que, comme tu l'as dit, quand on passe de la vie d'un élite, une vie d'élite, à monsieur, madame, tout le monde, bah, ça peut être très C'est violent, très ça peut violent, être ouais. un traumatisme en fait. Et pour moi, accompagner le joueur ou la joueuse dans la sortie la plus saine par rapport à ça, c'est aussi l'accompagner à éviter le stress post-traumatique que peut derrière amener ça. La question pour Apex, par exemple, elle est cruciale, quoi, tu vois. Enfin, je pense il l'avait dit notamment chez Oni, quand il était en interview chez lui, qui pensait à se faire accompagner sur ce point-là, mais c'est Mais c'est important d'être accompagné en tout cas. mais Oui, parce que complètement. pour beaucoup, hein, c'est quand même dur de déterminer le moment où il faut arrêter. Mm. On parlait des joueurs qui forcent en disant il faut que je perce, il faut que j'y arrive, et qui restent pendant des années à essayer d'atteindre le haut niveau. Euh, Là, on a aussi pas mal de joueurs qui continuent à tirer un peu sur la corde en disant bah, je veux pas arrêter, je continue, je continue. Euh, et quand est-ce qu'on sait que c'est le bon moment? Bah, quand on a justement un professionnel avec qui en parler. Parce que le coach mental, en fait, il va aider la personne à prendre de la hauteur, à faire un pas de côté, à se poser des fois les questions qui vont l'amener à comprendre en fait ce qui se joue pour lui, pourquoi il continue, et puis dans quel but Mm. finalement, et qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Le coach ne va jamais lui dire ce qui est le mieux pour lui, mais il peut l'accompagner à ce que lui-même trouve en fait Mhm. réponse à cette question-là. Merci Denis D'accord. de préciser que un coach mental, c'est aussi quelqu'un qui sait poser les bonnes questions et Oui. pas, enfin, un coach mental ne donne pas de conseils. Ça aussi, c'est D'accord. important de le dire. C'est pas le coach mental qui vous dit ce que vous devriez faire. D'accord, ça amène C'est à la réflexion pour que la personne trouve la réponse par elle-même. Prenne le sa coaching décision, mental, tout c'est à fait. l'art de poser les bonnes questions et au bon moment aussi. D'accord. Et C'est ça, c'est un intéressant. métier. C'est hyper intéressant. On a l'impression finalement que le coach mental va lui dire voilà, il faudrait que tu fasses comme ci, comme ça. Ouais. Alors qu'en fait, non. Fuyez. Et, Pour le coup, Oui. je donne un conseil. Fuyez. Si un coach mental vous donne des conseils, voire même pire, dans son questionnement ou dans ses conseils, ça vous fait culpabiliser. oui, Là, il y a des là, signes. là, c'est compliqué. C'est surtout s'il prend des décisions pour vous, parce que des conseils, ça va dépendre sur, je peux te conseiller qu'il faut dormir 7 heures par nuit parce que c'est bon pour ta santé. Mais, donc il y a des degrés, mais c'est surtout si vous lui dites mais qu'est-ce que je devrais faire et qu'il te dit bah, à ta place, ce que je ferais, ça c'est non. Aïe, D'accord. Ça voilà. tu coupes le Il chat, n'y a pas tu ouais, vous livres éteignez le chat l'épaule. direct. Ça c'est sûr. Il a pas à être à votre place. Il est là justement à te dire bah toi à ta place tu ferais quoi. Et Albin, dans le chat, donc, qui est un des cofondateurs de Jam Management, qui parle d'Apex, justement, quand on a parlé de la suite pour Apex et d'être accompagné. L'accompagnement, ça passe par potentiellement un coach mental, ça passe par un psychologue ou peu importe, mais ça passe aussi par l'entourage qui est là. On parlait Oui de c'est vrai. la carrière, de l'après-carrière, et c'est vrai que pour
pas mal de joueurs, ça passe par un accompagnement, des fois par des agents. On l'avait vu lors de la dernière émission avec Jérôme qui était venu nous parler justement du métier d'agent. Et ça passe aussi par ça, par une préparation sur l'aspect financier, sur qu'est-ce que tu vas faire par la suite, Ça, c'est vrai. l'anticiper pendant la carrière pour que l'après-carrière soit des fois pas une question, hein, que tu puisses prendre une année sabbatique, que tu puisses voyager, profiter un peu de ta vie. Enfin, voilà, ça se prépare pendant la carrière et c'est vrai que d'être accompagné par des personnes qui vont anticiper ça en te trouvant des partenaires pour générer des revenus additionnels, pour t'orienter justement vers un accompagnement sur le côté mental ou tout autre aspect tel que financier, ça joue beaucoup. Aujourd'hui, C'est je très pense que vrai. c'est quelque chose qui se prépare et qui se prépare en étant accompagné des bonnes personnes parce que les joueurs n'ont pas le temps d'aller le faire par eux-mêmes. Et tu fais très bien effectivement de le souligner que la carrière d'une personne donc, doit être préparée en amont par elle-même dans le phase de décision, mais effectivement sur l'aspect logistique, sur l'aspect organisation, sur l'aspect où est-ce que je vais vivre, auprès de qui je retourne ou pas, dans quel pays je dois aller habiter. Ça, c'est plein de questions aussi qui soulèvent, que peut se soulever le joueur ou la joueuse à la fin de sa carrière. Et être entouré de professionnels du métier de l'investissement, de la compta, mais aussi tout ce qui, voilà, enfin, en fait, finalement, un agent peut aussi faire. C'est soutenant parce qu'en fait, il va pas se retrouver seul. Si derrière, en fait, il a déjà une direction qui peut lui être apportée, ça va l'aider à la projection. Parce que c'est ça qui fait le plus peur. L'enjeu majeur d'un athlète qui termine sa carrière, c'est se projeter. Oui, c'est Et difficile. ça, et ça donne un premier niveau de réponse sur, OK, déjà, je sais que économiquement, ce ne sera pas un sujet, parce qu'il y a ça aussi. On sait déjà que la moitié des joueurs, ou des athlètes de façon générale, réussir à être rémunéré dans l'e-sport, ça a été un sujet. Ouais. Être rémunéré de façon stable, ça a été un autre sujet. OK, qu'est-ce que je fais pour que quand je serai plus rémunéré, qu'est-ce que je fais? Donc bon, c'est clair que c'est un stress permanent dans la tête des joueurs. C'est terrible. Oui, Dans je suis l'e-sport. d'accord. Et même dans le sport, parce que j'avais vu une interview dernièrement, euh, en tout cas le sport féminin, qui mettait en avant l'absence totale de ressources de toutes les athlètes qui avaient pu participer au dernier JO, aujourd'hui sans aucun revenu mensuel, quoi. Ah Parce que oui. sponsor fini. Mais c'est d'ailleurs une Et question pourtant, que je me athlète posais et que je voulais vous olympique. poser. C'est est-ce que, en termes d'accompagnement, vous voyez une différence entre l'accompagnement chez les joueuses et l'accompagnement chez les joueurs? Est-ce qu'il y a des sujets qui diffèrent? Est-ce que c'est la même chose? Alors, moi, j'ai pas eu l'occasion encore d'accompagner de joueuses. Ok. Sur vraiment quelque chose de. Enfin, j'ai fait de façon très ponctuelle, donc pour moi, je mesure pas ça de façon comme permettant d'avoir une réponse experte sur le sujet. J'ai un avis qui serait plutôt à me dire, ça reste des personnes humaines. Et dans mon quotidien, je suis habituée à tant accompagner des femmes que des hommes. Je sais pas, Alex, du coup, si tu as davantage, toi, de Il y a regard moins là-dessus. d'ego, il y a moins de problématiques liées à l'ego chez les femmes qu'on a Ok. pu accompagner. Ce qui surprend pas. Elles ont une sensibilité qui est différente. Donc elles sont tout simplement pas sensibles aux mêmes choses. Bon, voilà, on va pas non plus trop catégoriser tout ça, mais ouais, ça peut être c'est un peu différent. Moi, j'en ai pas enfin, chez nous, on n'en a pas non plus accompagné énormément, hein. On connaît malheureusement la scène féminine n'est pas non plus très 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 grande, mais même s'il y a beaucoup de joueuses, hein, on sait sur les stats qu'il y a plus de joueuses que de joueurs. Mais effectivement, oui, c'est une sensibilité qui est différente. Donc, c'est là où c'est un peu intéressant d'être accompagné par des profils aussi différents de coach, quoi. Ah, Ouais, ça me fait penser totalement. si ça peut apporter aussi complémentaire à ta réponse. J'ai plus facilement parlé de ces sujets avec des joueuses qu'avec des joueurs. Disons Ok. qu'elles étaient beaucoup plus facilement curieuses, intéressées, propices à faire un call au moins d'une heure pour expliquer, présenter, parler d'elles, etc. Enfin, quand tu as dit sensibilité, Alex, que ça m'a fait penser à ça, c'est vrai que l'approche est moins fermée de base. Oui. Oui. Ouais. Mais
Est-ce que c'est pas, enfin ça rejoint, je crois que c'est toi Dolly hein, qui disait ça, qu'en société, les hommes doivent Ah avoir oui. moins d'émotions, etc. Donc ça reste un sujet, j'ai l'impression, plus difficile à aborder pour un homme que pour une femme. Oui. Ah oui, hein, Oui, si, chez l'homme, tu vas parler de performance tout de suite, alors qu'avec la femme, tu peux plus facilement parler de la gestion de l'émotion, en fait. L'approche, elle est là aussi. si t'as un papa qui t'a répété sans cesse depuis ta plus tendre enfance, arrête de pleurer et bats-toi, Oui, ça ça va n'aide être pas. compliqué. Très bien. Bah écoutez, ça touche déjà à sa fin. Ça va être même plus longtemps. Je tiens à vous remercier. J'ai demandé au chat, ne partez pas tout de suite parce qu'il y a mes petites annonces de fin de stream qui vont être faites. En tout cas, Alex, Claire, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que Merci, vous ça a été un honneur en tout cas. pourrez Merci. revenir, parler d'autres sujets. S'il y a des sujets que vous souhaitez aborder, ça vaut aussi pour le chat. Hein. N'hésitez pas à les partager et l'émission, c'est notre émission, comme j'aime le dire. C'est vraiment l'émission pour tout le monde où chacun peut amener un sujet dans le domaine du jeu vidéo, de l'e-sport plus particulièrement, peu importe, qui lui tient à cœur, un sujet même qui peut être un peu controversé. Ce sera un vrai plaisir de pouvoir l'aborder. Bah, merci à toi en tout cas. Merci. Ouais, Merci franchement, beaucoup. merci. C'était trop cool. J'ai passé un très bon moment. Les Oh, questions bah avec le merci. chat étaient... Ah non, vraiment, merci beaucoup. C'était très chouette. Et merci de parler de ces sujets, de le mettre en avant, de permettre aux gens aussi de poser leurs questions. Enfin, pour moi, c'est ça aussi, sensibiliser et faire de la prévention. C'est ces étapes-là également qui amènent peut-être certaines personnes à prendre conscience et peut-être des fois, du coup, à pouvoir en parler aux autres pour libérer le J'espère. chakra. J'espère, j'ai toujours, on n'est pas beaucoup, mais si ça peut aider une ou deux personnes, ne serait-ce même qu'une personne, comme on dit toujours, c'est déjà ça de prix et voilà, ça aura servi à quelque chose. Et pour ceux qui sont dans le chat, et si vous avez d'autres questions et tout ça, n'hésitez pas à venir nous voir, que ce soit Dolly ou Oui, moi, bien sûr. Oui, continuer des conversations, prendre du temps pour éventuellement éclaircir certaines zones, parce que la préparation mentale, c'est tout sauf clair des fois. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à vous renseigner et à venir voir des professionnels. Voilà, c'est gratuit. Oui. il va pas. Je ne fais pas payer un accompagnement au premier coup d'appel, ne vous inquiétez pas. Donc on le répète, un Mental in Game pour Alexandre et Dollyman Gaming pour Claire. N'hésitez pas à aller les suivre également sur les réseaux, ils sont présents sur toutes les plateformes. Allez leur donner un peu de soutien. Merci à vous. Merci. Merci et au Merci. plaisir. Ouais. On va passer aux annonces. Alors, j'ai deux petites annonces à vous faire. La première, je vous ai parlé d'un format qui allait arriver, un tout nouveau format. Le voici, le voilà, il est là. Ça y est, je l'ai lancé. J'ai tourné une vidéo, donc je vous l'annonce en exclusivité. Je vais sortir une série d'interviews permettant de faire connaître les métiers du jeu vidéo, des métiers dont on parle moins, voire pas du tout. Donc au sens jeu vidéo global, ça ne sera pas de joueur, pas de coach, pas de manager, du moins pas au début. L'idée c'est vraiment de donner la parole à des gens dont on entend très peu parler. Donc la première vidéo sera lancée le 15 mars sur YouTube. Donc ça ne sera pas en live cette fois-ci, ça sera uniquement sur YouTube. Et le premier invité, je pense que vous le connaissez tous. Je vous l'annonce sur le live, là, en exclusivité toujours. On n'arrête pas les exclus ce soir. La première interview, ça sera pour vous présenter le métier de streamer aux côtés de KRL, que vous connaissez. Donc ça sortira normalement le 15 mars. Et ça sera en exclusivité sur YouTube. Je vous partagerai tout ça sur les différents réseaux. Voilà, donc n'hésiterez pas à partager. Et deuxième annonce. Et là, je vais avoir besoin de vous. Alors j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous serez motivés, que vous serez chauds pour ce mois de mars. Parce que actuellement, je ne peux pas être affiliée sur Twitch. Eh oui, je vais être totalement transparente. Voilà, je ne peux pas être affiliée sur Twitch.
Donc, la chaîne a peu de soutien. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous demanderai jamais voilà, de payer quoi que ce soit. Il y a les abonnements Prime, par exemple, qui sont là. Si certains après veulent le faire grand bien et c'est très gentil, c'est super, grand bien vous fasse. Mais le but, c'est pas de vous demander de l'argent. Ça peut être le Prime Amazon. Mais en tout cas, je ne peux pas être affiliée parce que je ne fais pas 4 lives par mois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire 4 lives par mois. On va rajouter 2 lives ce mois-ci. Je vous enverrai les dates parce que également, on va avoir les nouveaux sujets. Donc, les 3 prochains sujets vont sortir cette semaine. J'espère qu'ils vont vous plaire. Il y en a pas mal. Là, j'ai eu beaucoup d'idées qui sont arrivées. N'oubliez pas que vous pouvez les partager également. Vous n'hésitez pas à vous envoyer les sujets. Et donc, il y aura un live le week-end du 14. Dites-moi si vous préférez, je ne sais pas encore, c'est pas statué, le samedi ou le dimanche. J'hésite encore. En tout cas, il y aura 2 lives supplémentaires, donc un le week-end du 14 et un le week-end du 28. Donc en fait, il y a soit un live le mercredi, soit un live le samedi, dimanche. Dimanche, Gaëlle dit dimanche. Est-ce qu'il y en a d'autres qui disent dimanche? Attention, on continue. Je compte sur vous, soit samedi, soit dimanche. Je veux voir dans le chat les samedis, dimanches qui apparaissent. Je veux que ça s'enflamme là. Allez-y, c'est parti. On nous dit samedi ou dimanche. Vous partagez aussi sur Discord pour me dire quel jour vous intéresse. Pas samedi, donc dimanche, Albin. Merci pour la précision. Le dimanche soir, la dépression de fin de week-end. Et on va faire très simple pour ces lives-là. J'avais cherché des idées, je ne trouvais pas quoi faire parce que je ne joue pas. Je ne suis même pas sûre que le PC va supporter de jouer en même temps que de streamer parce que j'ai le vieux PC de Jax. Mais qui est très bien, merci à Horus de lui avoir offert. Mais c'est très ancien, maintenant ça date de sa carrière professionnelle. Alors je vous laisse imaginer de quand ça date. Je suis on fire. Donc ça sera le dimanche, apparemment. Vous préférez le dimanche pour la petite dépression du week-end. Donc le 15 et le 29, il y aura des lives. Et c'est... voilà, discussion ouverte, j'allume le live, vous venez, on lance des sujets en fonction de l'actualité, en fonction de ce dont vous voulez parler. Vous pouvez venir sur le chat avec, sans caméra, comme vous voulez, on s'en fout. Là, c'est vraiment dans le salon, on discute entre potes. Voilà, ça ne sera pas plus compliqué que ça. Alors, vous avez intérêt à être là, parce que j'ai besoin de vous pour que ça puisse fonctionner. Je vous préciserai tout ça sur les réseaux, pas besoin de tout retenir. En tout cas... le 29, la médaille du semi-marathon. Et c'est noté, Albin. Donc, j'espère bien que le 29, je note 29 du 03, médaille. Albin. C'est noté. On va faire tout un talk autour du semi-marathon d'Albin. C'est parti, on a notre sujet, les gars. Bon, je vous laisse tranquille. Je vous remercie encore pour votre présence. Mais bien sûr, j'ai noté. Attends, bien évidemment que j'ai noté sur ma feuille, j'ai pas fait semblant, j'ai mon stylo. En tout cas, merci à tous. C'était super de vous avoir. Encore merci, Dolly est dans le chat. Merci à Dolly et Alex parce que vraiment, c'était génial d'avoir des professionnels. Oh là là, mon support de micro. Alors, c'est ma soirée. Allez, on y va. Mon support de micro, est-ce que vous êtes prêts? Voilà, parce que j'ai pas de support de micro. Enfin, j'ai un support de micro. Là, j'ai un bras. Mon cher et tendre mari, après mon premier ou deuxième live, a souhaité m'offrir un bras, tel une professionnelle, pour mettre mon micro. Donc, l'idée était géniale. Sauf que mon micro initial, celui-là, n'allait pas du tout là-dedans. Et donc après, il y a eu le micro. Et je crois que c'est Audrey qui m'a acheté le micro très gentiment, vraiment cadeau, pour me féliciter pour le stream. Donc génial. Sauf qu'il a repris un micro qui ne va pas sur le bras. Alors j'ai un bras, j'ai un micro, mais les deux ne se combinent pas. Mais l'intention y était, vraiment, je remercie. Alors là, je vous avoue que j'ai du coup en support la boîte du micro et le livre de Michelle Obama.
Mais du coup, il faudrait que je le lise. Et je changerai de livre. Mais comme là, c'est la bonne auteure, j'ose pas lire le livre, du coup. Alors, je vais racheter d'autres livres encore. Euh, Donc voilà, je laisse du coup Edric mettre le micro, hein, comme le demandé par le chat. En tout cas, merci à tous. Merci d'avoir été là. Vous avez vraiment été géniaux comme toujours. Toujours les mêmes. Voilà, on retrouve de nouvelles têtes, mais aussi toujours ceux qui sont présents, les fidèles, qui ont droit à leur petit badge VIP qui était mérité. De nouveaux arrivants. Donc, bonne soirée à tous. Merci d'être venus. Franchement, je vous embrasse. C'était génial. Je vous adore.